Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ. On a beaucoup de questions, on va traiter pas mal de sujets totalement différents. Je pense que ça va être très intéressant. N'hésitez pas les amis à nous mettre en commentaire si vous avez des questions pertinentes. On fera un plaisir d'y répondre. Merci aussi pour tous les sujets que vous nous suggérez, c'est très intéressant et ça nous donne pas mal de contenu pour la suite. Donc on va commencer par les premières questions. Donc c'est Vegeta qui nous demande est-ce que c'est pas mauvais pour les articulations de faire du shadow tous les jours pour quelqu'un qui veut faire de la compétition en anglaise. Alors de toute manière, quand vous allez répéter tous les jours du coup une pratique, automatiquement il peut avoir des blessures d'usure. C'est tout à fait logique. Donc du moment que tu répètes tous les jours le même mouvement, on le voit bien à l'usine, c'est pas intensif des fois lors de différents travails, mais on s'aperçoit que ça crée des pathologies, et du coup, après, derrière, des problématiques qui peuvent être majeures pour beaucoup de personnes. Donc non, maintenant, le shadow, à vitesse maximale, enfin, ou du moins quand tu t'en rapproches, oui, de frapper dans le vide, de toute manière, moi, à chaque fois que je me suis blessé, c'est parce que je frappais dans le vide, en général. Mais du coup, si c'est effectué de façon intelligente, c'est un des, on va dire, comment on appelle ça, des types d'exercices les moins traumatisants et du coup les moins violents pour les articulations. Pareil, j'ai réglé le micro un peu plus fort, donc vous me direz si vous entendez. Là, j'enregistre avec le Shure, vous savez, celui-là où j'ai le casque. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question, Vegeta. Deuxième question. Emmanuel GCH. Question. Est-ce que ton raisonnement est applicable à une pratique loisir amateur? Alors en fait, il revient sur le fait de la charge d'entraînement. Je m'explique, j'ai personnellement l'impression de mieux progresser en jiu-jitsu et grappling, le sport que je pratique sur 3 entraînements semaine, que quand j'en fais 5, car j'ai l'impression de mieux récupérer et j'arrive aux séances avec beaucoup plus de combativité. J'ai l'impression de mieux intégrer les techniques apprises. Alors oui, le schéma d'apprentissage, ça je suis sûr et certain, pour l'avoir testé, que effectivement on apprend mieux quand on est lucide et quand on n'est pas fatigué, mais ça c'est de la logique, c'est du bon sens. On est d'accord sur ce sujet-là. Ensuite, il faut faire attention parce que souvent on est faussé parce que le fait de s'entraîner 3 fois par semaine, tu as plus d'énergie, donc tu as plus de combativité. Donc en fait, dans tes sparring, tu t'aperçois que tu arrives mieux à tenir tes adversaires. Maintenant, tu risques, en t'entraînant 5 fois par semaine, tu risques d'acquérir des nouvelles techniques, des nouvelles compétences. Peut-être que tu arriveras pas forcément à mettre de suite en pratique à l'entraînement, mais peut-être dans un avenir proche, tu arriveras à les mettre en pratique, surtout si tu prends des jours de repos avant ton combat. Donc oui, je comprends que tu sois beaucoup plus en forme. Moi, par exemple, en ce moment, je fais 3 entraînements de sparring par semaine, donc c'est pas beaucoup pour moi. Et franchement, je me sens mais super à chaque entraînement. Je suis vachement réactif, je me sens fort physiquement, je me sens endurant, je déborde de l'énergie, donc c'est super agréable. Et surtout maintenant, voilà, j'essaie vraiment de me focaliser sur la progression et sur les thèmes que je travaille. Mais moi, comme je dis, ça dépend du niveau de chacun. Plus vous allez être fort, moins vous aurez besoin de mettre une grosse charge d'entraînement. Et par contre, quand on débute, c'est pas mal de s'entraîner beaucoup. Pourquoi? Alors attention, de façon intelligente, mais s'entraîner beaucoup, c'est bien parce que vous allez apprendre une multitude de techniques que oui, peut-être vous n'allez pas réussir à assimiler, mais de toute manière, comme vous assimilerez pas grand-chose au début, enfin à part les gens doués, moi en tout cas c'était pas mon cas, eh bien, le fait de faire pas mal de volume, eh bien, ça paye quand même. Hein. Ça, je l'ai remarqué. Donc voilà, ça dépend du public. Mais oui, effectivement, que je comprends ta position. Et puis, de toute manière, on fait ça pour le plaisir, surtout quand tu fais pour le loisir. Donc, vaut mieux que tu arrives en forme, vaut mieux que tu fasses une bonne séance, que tu sentes, toi, personnellement, que tu as progressé, que tu as fait une séance productive. Ça sera beaucoup plus bénéfique pour toi. On a une autre question. Jérémy Tirache. Salut Clément. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi l'altéro n'est pas optimal pour le développement de la puissance en sport de combat? Comment es-tu arrivé à cette conclusion? Quel outil utilises-tu pour développer la puissance pour les mouvements de poussée verticale du membre inférieur squat? Alors, bonne journée. Merci à toi. Je l'ai expliqué tellement de fois, ça, là, les amis. Donc, je fais juste une petite parenthèse. Je ferai une vidéo spéciale dessus aussi. Mais en fait, j'ai des accéléromètres, j'ai des plateformes, comme des plateformes de force, pardon, mais qui sont à hauteur d'homme. Hein, c'est des trucs pour les forces spéciales. Donc, il y a des capteurs de puissance à l'intérieur. Comme je vous dis, j'ai plusieurs accéléromètres différents. J'ai fait des outils sur les rentrées dans les jambes en lutte, etc. Et en fait, j'utilise
principalement mes outils aujourd'hui. Donc les salles, les machines que je t'encourage à les regarder sur notre vidéo qui présente la structure, et ça te donnera une idée un peu de notre posture. Donc voilà, tous les gens qui veulent voir comment on travaille pour développer la puissance, je vous encourage à regarder la vidéo, donc la présentation de la salle des enfers, ou ce qu'on peut faire avec Rust par exemple. Voilà, bon, vous n'aurez pas notre méthode d'entraînement, bien sûr, ça on se le réserve, mais après voilà. Et après, pour ce qui est de l'haltéro, j'ai à peu près, je dois avoir 4 ans à peu près de données dessus sur des athlètes, sur moi-même. Donc c'est ce qui m'a fait qui m'a fait arriver à cette conclusion, parce que je connaissais très peu de préparateurs qui avaient un véritable feedback en fait. Sur le sujet, parce que les gens faisaient de l'haltéro pour faire de l'haltéro et avaient très peu de feedback sur le fait sur la notion de transfert, pardon, ou pas. Donc voilà comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Et pourtant, crois-moi que je me suis entêté vraiment, parce que du jour au lendemain, quand tu arrêtes de faire quelque chose et que tu as fait faire ça à tout le monde, je te garantis que les mecs ils se demandent ce qui se passe, et surtout commencent à douter de toi. Donc j'aurais préféré ne pas m'arrêter. Rick Larré, salut Clément, merci pour ton travail. Petite question, est-ce que ce genre de format, tout comme les FAQ, tu ne pourrais pas le diffuser en parallèle de YouTube sur les plateformes habituelles de podcast? C'est plus simple quand on veut l'écouter en faisant un jogging ou dans la voiture, etc. Bonne continuation. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire pour vous, ou à nous donner des idées sur quel podcast, sur quelle plateforme vous voulez qu'on mette du coup les FAQ, les vidéos sur lesquelles on répond, sur lesquelles on débat. Ça m'intéresse fortement. On peut savoir laquelle vous êtes le plus représenté, nos abonnés. Est-ce que vous êtes sur, je ne sais plus, Apple Podcast, je sais qu'il y en a plein, Spotify, je ne sais pas sur quoi vous êtes, vous, s'il y a vraiment une application en particulier qui ressort parmi les abonnés, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur quelle plateforme vous voulez nous voir. Et parce que je pense que ça ne doit pas être très compliqué à transformer tous nos podcasts, surtout qu'on a beaucoup de matière maintenant, à le transformer et du coup à le transférer sur toutes ces plateformes. Je pense que ça serait super intéressant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire. Oui, on y songe. Après, ça fait beaucoup de boulot. Il faut savoir qu'à chaque fois en fait, qu'on fait du coup une vidéo, en fait, on annule un cours pour faire la vidéo. Donc ça nous fait perdre pas mal d'argent à chaque fois. Mais bon, on le fait parce qu'on est de plus en plus encouragé, ça nous fait kiffer. Donc voilà, c'est top, c'est génial. Et surtout, voilà, indirectement, ça nous ramène un petit peu d'échange avec les gens, un petit peu de notoriété à notre petit niveau. On n'est pas Thibaut InShape, mais voilà, ça nous permet d'avancer. Et surtout, ça nous permet toujours de rester motivés et de continuer de nous éduquer, de nous renseigner pour derrière vous transférer une information qu'on espère de qualité. Seb Russo qui nous dit: routine d'assouplissement le soir pour les sports de combat, bénéfique ou contre-productif? Alors, les assouplissements, ça peut être bénéfique. Effectivement, ça dépend de la discipline dans laquelle tu vas évoluer. Je sais que Fred, lui, pendant des années, il en faisait. Il était beaucoup plus flexible au sol. Maintenant, il me dit qu'il se trouve un peu plus fragile quand même, quand il en fait beaucoup, quand il fait beaucoup ses routines. Mais je sais que pour après, tout ce qui était recomposition de garde, vraiment, tout ce qui est travail donc, du coup, sur les rubber cards, etc., ça lui a quand même servi. Du coup, tous ces assouplissements. Je sais que c'était Valera qui disait que lui, il fallait s'assouplir devant la télé au calme. Je pense que oui, moi aussi. Je pense que c'est un moment à toi. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour se détendre. Il y a des gens chez qui ça a un effet vraiment ultra bénéfique, surtout pour le retour au calme, surtout de l'ancienne génération. Donc si vous êtes habitué dans cette pratique, n'hésitez pas du coup à continuer dans ce sens, si vraiment ça vous fait le plus grand bien, et en plus que vous en tirez des bénéfices sur, je sais pas moi, si vous faites par exemple de la capoeira, du karaté, du kung fu, bref, du taekwondo, des disciplines où peut-être vous devez une grande amplitude sur les mouvements, pourquoi pas, ou le yoga par exemple. Voilà, si la logique de votre discipline c'est d'être vachement souple, je pense que vous allez devoir passer par des assouplissements. Et en tout cas, le soir, oui, je pense que c'est quelque chose de très pertinent à incorporer, surtout devant la télé, tranquille, au calme, ou alors avec une petite musique, ça peut être top. Pierre Jouan, bravo pour votre travail, merci beaucoup. Joshua vs Usyk de votre prono. Bon, on fera carrément une vidéo sur le sujet. Bon, moi je pense que Usyk va arriver en grande forme. Qu'on va avoir un beau combat, mais j'ai je vois Usyk devant. Voilà. Après, on débattra avec Fred.
parce que je crois qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on débattra, mais voilà, ça va être une belle opposition, mais il faudra vraiment qu'on essaye d'analyser tous les points, voir comment ils s'entraînent les deux, est-ce que je dis qu'il n'est pas trop affecté par la guerre en Ukraine en ce moment. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en considération, parce que le contexte est extrêmement important dans le sport de haut niveau, comme vous vous doutez bien. Alors, Berzek qui nous dit: Salut, pour toi, le JJB, valeur ajoutée pour le moment ou perte de temps? Il y a deux écoles. Alors, comme on disait, on avait déjà dit ça, hein, avec Fred, on avait déjà répondu, il me semble, à cette question. Le JJB, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent que tu n'atteindras jamais les formes de corps que tu vas acquérir avec le JJB en faisant que du grappling. Il y en a énormément de personnes qui pensent ça. C'est peut-être en partie. Moi, j'ai commencé le sol, je l'ai découvert à travers le JJB, hein. Donc, je peux pas, je suis mal placé pour parler. Mais effectivement, que quand j'enlevais le kimono, que je passais au grappling, je me sentais tellement léger, je me sentais tellement beaucoup plus fluide que oui, je pense que ça a une part de vérité. Je pense qu'effectivement, les formes de corps que tu vas acquérir grâce au JJB, elles seront sûrement inégalées par rapport à ce que peut-être tu pourras atteindre qu'en grappling. Je sais que c'est la Novia Union, il me semble, donc l'équipe à José Aldo, qui font continuer à faire des cours de JJB une fois par semaine. Je ne sais plus combien, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'eux, ils ont cette routine encore. Mais pas que. Par exemple, Abdul continue à faire du JJB. Après, il y a un côté ludique, il y a un côté technique. Le JJB est encore plus technique, plus précis. En fait, le JJB, il amène vraiment un aspect encore plus stratégique que ce qu'on pourrait retrouver peut-être dans le MMA. Et est-ce que ça, c'est pas transférable? Certainement que oui. Mais on s'aperçoit que ceux qui continuent à pratiquer le JJB, en général, quand même, c'est vrai qu'ils sont vachement fluides. On le voit avec Abdul, hein, par exemple, qui est très précis, très fluide, très tactique au sol. Donc oui, je pense qu'il y a des bénéfices à en tirer. Et il y a des exemples et des contre-exemples. Donc non, je pense que ça dépend des profils des individus. Et si tu as un profil à la Damien Maya, à la Abdul, ou je ne sais quoi, ouais, ça peut être intéressant de continuer à faire peut-être un peu de kimono de temps en temps, surtout pour prendre du plaisir, pour continuer à évoluer techniquement, pour voir autre chose. C'était Georges Saint-Pierre aussi, je crois, qui faisait beaucoup de jiu-jitsu brésilien, passé un moment. Donc voilà, c'est toujours intéressant de travailler d'autres disciplines, parce que c'est quand même une discipline c'est beaucoup plus lent aussi, que le grappling. Donc c'est moins explosif, même si il faut être explosif, hein, je ne dis pas ça, mais ça travaille beaucoup avec les grippes, l'appel. Donc voilà, c'est une technique, c'est une discipline très technique, très spécifique. Raphaël Belliot, penses-tu que le judo peut être réellement efficient à MMA? On le voit avec Islam, on le voit avec Rabib, hein. Il faut savoir que oui, ils font de la lutte, ils font du sambo, mais à la base, ils faisaient du judo. Et ils ont fait énormément de judo. Vraiment. Donc, d'ailleurs, le rêve du père de Rabib, c'était que Rabib devienne judoka et devienne champion olympique. Donc voilà, non, le judo, les ramassements de jambes. La dernière fois, je regardais une vidéo de Half-Light de tous les takedowns de l'islam. Il y a énormément de takedowns qui sont faits avec des mouvements de judo. Vous allez me dire, oui, mais c'est des mouvements de lutte, oui, certes, mais lui, il vient du judo, donc voilà, et du sambo. Donc voilà, donc oui, je pense que c'est efficient. On l'a vu avec Ronda Rousey aussi. Je pense que ça peut surprendre. Je pense que c'est Damien Maya d'ailleurs qui avait fait un mouvement de judo à Kelsonen, et il avait dit que comme personne n'y avait jamais fait en lutte, ça l'avait surpris et il était parti. Carla Moussou aussi au Bellator, on l'a vu balayer des mecs, hein, des lutteurs et tout. Il faut être très vigilant. On avait travaillé beaucoup ça avec Abdul. On s'en méfie énormément de son judo parce que c'est quelque chose qui est très traître. Vous pouvez partir, quoi. Moi, je me suis entraîné pendant très longtemps avec des judokas. Là, dernièrement aussi, on avait un samboïste qui faisait du judo. Il faut être vraiment parano parce que vous prenez un balayage, vous volez, quoi. Et vraiment, vous ne le voyez pas venir. Donc, c'est assez particulier parce que vous avez le sentiment que vous êtes dans une bonne distance. À un moment, il vous tient, vous êtes un peu au clinch et d'un coup, vous prenez un balayage de judokas dont ils ont le secret. Et franchement, vous partez. Et c'est impressionnant parce que vous avez le sentiment que vous êtes vraiment en sécurité. Donc non, je pense que le judo adapté au MMA peut être très efficient, vraiment, et assez complémentaire surtout à la lutte. Je pense que c'est peut-être vers là qu'il faudra se diriger dans les années à venir. Ouibana Marvin. Comment aller chercher le single leg avec des genoux abîmés? Alors, il faut savoir que Kamaru, lui, c'est son problème, hein. Aujourd'hui, il dit que pourquoi il part pas bas en lutte. Il dit c'est parce qu'en fait, il a mal aux deux genoux. Donc c'est assez compliqué pour lui de partir bas. C'est assez compliqué. Moi, j'aime bien partir bas, mais lui, ou Fred aussi, il aime bien partir bas, mais lui, il dit qu'il peut plus. Donc il fait un peu comme Georges Saint-Pierre. Alors Georges Saint-Pierre, c'est sur le timing, mais lui, il le fait plus en puissance, où il vient coller, et après il vient arracher. Donc en fait, ta lutte, tu vas devoir l'adapter.
Tu vas l'adapter peut-être pourquoi pas avec des frappes. Si tu fais pas de MMA, mais pourquoi pas du coup faire réagir en haut. Hein. Du coup, voilà, tu fais réagir sur la tête, sur les bras, sur les biceps, derrière les épaules. Et à ce moment-là, tu mets chercher le single leg debout. Hein. Ça, on le voit, hein, Sadou Laef, il le fait beaucoup. D'autres grands lutteurs le font énormément aussi. Il n'y a pas tout le monde qui rentre comme Jordan Burouge de loin ou assez bas. Vous pouvez partir aussi du haut. Hein. C'est un peu plus, ça demande pour moi une technique qui est différente, une autre approche de la lutte. Mais de toute façon, moi je sais que comme j'avais eu des problèmes d'épaule à un moment donné, en 2008 ou 2009, je sais plus, et bien en fait je faisais que des single legs. Je pouvais plus trop faire de double leg, j'avais peur parce que quand on me sprawlait dessus, j'avais le sentiment que mon épaule allait s'arracher. Donc après psychologiquement, j'avais mis une barrière et ça m'avait un peu perturbé. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles vous allez vous être confronté, les blessures, et donc vous allez devoir adapter votre jeu, votre entraînement. Vous allez devoir l'adapter du coup aussi comment on appelle ça, à vos problématiques, hein, tout simplement. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Hein. De toute façon, on est toujours lié en fait avec notre physique, hein, et on vieillit et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà comment tu pourrais adapter ta lutte. Ensuite, pour revenir, bon, ben, vous avez vu les amis, Moreno, il a gagné, il a touché au corps. Il a touché au corps. Alors je voulais faire une analyse en fait de son middle. Bon, mais franchement, c'est un middle qui est assez classique, donc il n'y avait pas grand chose à dire. Hein. Il a été bien amené, il a touché comme il fallait. De suite, de suite on l'a vu, hein, ça l'a littéralement plié. Beau combat, hein, beau engagement. Ben, on voit quand même que dans cette catégorie des 57 kilos, oh là, c'est fort. Hein. Techniquement, les mecs sont vraiment, vraiment forts. C'est assez bluffant. L'intensité, ils sont assez complets. C'est vraiment la catégorie, il y en a beaucoup qui l'ont signalé, la plus sous-estimée. Vous savez que Dana White apparemment voulait l'enlever et que c'est le combat Figueiredo contre Moreno qui l'a dissuadé d'enlever cette catégorie parce qu'il s'est dit ah waouh, ça frite fort quoi. Ça frite fort, le niveau est extrêmement élevé, aussi bien tactique que technique. Donc il a conservé. Après, Amanda Nunes. Bon, c'est impressionnant aussi. Hein. Pareil, la puissance qu'elle a dégagée. Bon, Pena, elle encaisse vraiment. Hein. Je sais pas si. Ça, c'est des combats que je pense qu'il laisse vraiment des traces. Par contre, le pointage, j'étais d'accord pour le 47, il me semble. Alors, non, c'était 50-43. Donc 7 points. Là, j'étais d'accord. Mais alors, par contre, le mec qui a mis que 5 points d'écart. Je ne sais pas comment il note aujourd'hui, mais quand tu vois qu'elle l'a mis, je crois, 4 fois dans le même round, elle y a fait faire l'ascenseur. Là, vraiment, attends, le round, tu peux pas le gagner 18, là, c'est pas possible. Attends, c'est même, ça va au-delà d'une domination totale. Là, c'est vraiment, je veux dire, là, même l'arbitre, il aurait arrêté, parce qu'au moment, ça faisait peur quand même, hein, quand elle faisait que s'écrouler. Je me suis dit, attends, ça va pas durer 50 ans, cette histoire. Et finalement, elle a tenu. Pena, la façon de se jeter, ça m'a fait un peu flipper, mais en tout cas, voilà, le tien. Elle est téméraire. Hein. Pourtant, elle s'est fait vraiment dominer. Même au sol, hein. Même au sol, j'ai trouvé très précise, Nunez, vraiment, vraiment forte. Hein. Vraiment, vraiment forte techniquement. C'est très, très, très fort. Ça se place bien en lutte, partout. Franchement, c'est impressionnant quand même. Quand tu les vois. Bon, après, c'est les meilleurs. Hein. Mais c'est assez bluffant. Après, ben, triste pour Derek Lewis. Eh ben, on voit, hein, on en revient. Hein, le menton, eh ben, on a le sentiment qu'il part. Hein. Et je crois qu'il part, hein, les amis. Hein. Je crois qu'on a un capital santé. Et là, je pense qu'aujourd'hui, eh ben, peut-être qu'il a bouffé. Quoi. Vous savez, je pense que des fois, c'est un seul combat. Hein. Je pense que c'est un seul combat. Comme Cody Garbrandt contre Dillashaw, il a enlevé son âme et ça a été terminé. Alors que Cody Garbrandt, c'était un sacré encaisseur. Et du coup, du jour au lendemain, tu as le sentiment que les personnes ne peuvent plus prendre les coups. On a eu le même problème avec Dan Anderson aussi, à l'époque. Hein. Et d'autres grands combattants. Et en fait, tu t'aperçois que d'un coup, boum, les mecs, ils prennent, hop, ils s'écroulent. Alors que c'était des gens qui étaient quasiment incaotables. Et maintenant, eh bien, à peine tu les frôles, tu as le sentiment qu'ils peuvent s'écrouler à tout moment. Et ça, c'est vrai que c'est perturbant. C'est très, très perturbant. Et du coup, ça fait peine. Ça fait peine, surtout pour un mec comme Lewis qui était super fort, qui a failli battre Taivusa à la fois et qui s'est fait contrer alors que franchement, il le dominait outrageusement, je trouve. Et du coup, maintenant, le voir partir reculer comme ça. Bon, après, en poids lourd, hein, s'y remets 2 KO derrière, hein, tu reviens vite en course. Hein, tu reviens vite dans le run, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que, je vous dis, je pense que avec le style qu'il a, il prend quand même pas mal de coups, le style qu'il a, et qu'il mise beaucoup sur sa puissance, s'il n'encaisse pas, ça va être très 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 difficile pour Derek Lewis, alors que je vous dis, c'était un sacré encaisseur, hein, vraiment un sacré encaisseur. Donc de voir ça, c'est vrai que c'est assez particulier.
de voir ce combat. Après, Ankalaev, ben, super en prestation. Hein. Encore une fois, vraiment un gros combattant. Pourtant, Tony Smith, il n'a pas démérité, mais voilà, il est fort, hein, très très fort. J'espère qu'il affrontera Jiri. Ce serait vraiment un beau match. Je pense que ça va bien friter entre les deux. Ce serait un sacré combat. Après, je pense qu'Ankalaev est plus doué, mais Jiri est plus teigneux, plus combatif. Donc j'ai hâte d'analyser ce match et d'analyser du coup les deux protagonistes. Donc voilà, vraiment un UFC vraiment sympa. Et du coup, avec beaucoup d'engagement de part et d'autre. Hein, et beaucoup de coups. En tout cas, voilà, les matchs, on ne s'est pas ennuyé, quoi. Ça a frité. Donc voilà, les amis, voilà le retour. Demain, vous avez le retour de Maître Fred qui revient. Ça y est, enfin, le Fred, le maître, revient parmi nous. Et on va vous relivrer du coup nos appréciations, nos analyses sur l'écran, nos analyses physiques. Donc n'hésitez pas à nous dire, comme je dis souvent, en commentaire pour la prochaine FAQ, les questions que vous avez en réserve. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, mais ça nous permet d'avancer, ça nous permet de développer la chaîne, voilà, de continuer à aller dans ce sens. Et on vous remercie encore à tous pour tous les messages que nous recevons sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir, ou sur les autres réseaux sociaux. Merci encore.